Il manie les idées avec tant d'agilité, même les plus grands funambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bock-Côté. Alors, je n'ai jamais fait mystère de mes réserves, pour ne pas dire de mes critiques, pour ne pas dire de mon hostilité à ce qu'on appelle l'écriture inclusive et tout ce qu'elle représente. Mais le fait est qu'il y a des partisans de cette écriture, il faut leur donner la parole pour ne serait-ce que comprendre ce qui les amène à croire que la langue française doit être amendée dans cet état d'esprit. Et c'est pourquoi nous recevons Raphaël Provost, qui est du groupe Ensemble pour la diversité et qui est partisan, si j'ai bien compris, nous le dira, d'une partie du programme de l'écriture inclusive. Raphaël Provost, bonjour. Bon matin, Mathieu. Je suis content de te rencontrer pour une première fois. Ben, c'est un bonheur. Alors, question première, donc l'écriture inclusive, comme je dis, je ne le cache pas, je suis de ceux qui veulent y faire barrage, mais vous êtes de ceux qui disent l'écriture inclusive, c'est pas une mauvaise chose et ça fait du bien à la langue française. Qu'est-ce qui vous amène à penser cela? Au-delà de faire du bien à la langue française, c'est que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens au Québec. Donc, l'écriture inclusive peut paraître un peu complexe pour beaucoup de gens. C'est vrai que c'est complexe. Le français, à la base, est très complexe. Ça peut sembler comme si on venait en rajouter une couche. Mais en faisant ça, c'est qu'on s'assure de respecter beaucoup de gens. Et l'écriture inclusive n'est pas respectueuse que pour les personnes LGBTQ+. Ça l'est aussi pour les femmes, pour beaucoup de gens. Et je pense que c'est s'y mettre. Moi, il y a quelques années, je l'utilisais pas. Je savais même pas ce que c'était. Mais comme directeur général d'une organisation qui représente beaucoup de gens, j'avais envie de prendre part au mouvement, j'avais envie de faire un changement et de m'assurer que mon équipe, et quand je m'adresse à certaines personnes, elles se sentent incluses dans mes actions et dans mes interpellations. Alors, la question est, je dirais, jusqu'où voulez-vous appliquer cette technique de réécriture dans la langue française? Donc, est-ce que pour vous, ça doit être dans les communications d'organismes? Est-ce que ça doit aller dans la littérature? Est-ce que certains le suggèrent déjà? Est-ce qu'on doit réécrire certaines œuvres à la lumière de l'écriture inclusive? Jusqu'où voulez-vous porter ce principe? Moi, je suis quelqu'un qui regarde vers l'avant. Je pense qu'il faut s'assurer que quand on s'adresse à certains groupes, à certains publics, qu'on s'assure que notre écriture, que notre langage est respectueux et inclusif. Ça veut pas dire que demain matin, quand je vais aller commander un café au Tim Hortons ou au Starbucks, ça veut dire que je vais me mettre à parler de façon inclusive et épicène à tout le monde. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de s'assurer de laisser une place aux bonnes personnes au bon moment. Donc, c'est sûr que dans mes communications individuelles, je vais l'adresser à la personne. Donc, si la personne devant moi est une personne qui se considère comme un homme, ben, je vais m'adresser à lui comme un homme. Ça ne veut pas dire que je vais m'assurer que mon écriture soit inclusive. Par contre, quand je parle à ma gang, à mes 21 employés, ben, j'utilise un langage et une écriture qui est inclusive pour m'assurer que tout le monde s'y reconnaisse. Et quand on pose la question aux gens, est-ce que vous vous reconnaissez pas dans ce langage-là, certaines personnes, la réponse est rarement non. Les gens y trouvent sa place, malgré le fait que ça peut être peut-être plus complexe, ça peut être plus lourd, mais tout le monde y trouve sa place. On se rappelle qu'il y a quelques années, on ne disait que le masculin quand on s'adressait aux gens, donc les Québécois, les hommes, les personnes. Maintenant, ben, on parle des Québécois et des Québécoises, on peut parler des groupes. Donc, je pense qu'on avance. C'est un pas vers l'avant, c'est un pas qui peut être très lent, ça peut être complexe. C'est vrai que c'est pas simple, mais je pense pas que personne se dit qu'il faut absolument tout changer, qu'il faut réécrire notre écriture, qu'il faut tout changer la façon de faire. Je pense juste qu'il faut laisser une place à d'autres personnes. Alors, je vous pose la question de manière assez marquée. On dira, c'est l'écriture inclusive, c'est le terme qu'on utilise. Ce que j'entends par là, c'est que ceux qui ne pratiquent pas cette manière de reprendre le français sont dans l'écriture exclusive. Est-ce que c'est comme ça que vous verriez les choses? Moi, je le vois pas comme un combat. Je vois pas que c'est une écriture exclusive. Je vous annonce que c'en est un. Je précise, moi, c'en est un. Moi, je combats ça. Donc, manifestement, il y a un désaccord. C'est pas... le désaccord est réel. Donc, je vous dis, ceux qui sont pas d'accord avec vous, vous dites vous êtes l'inclusion. Est-ce que c'est l'exclusion de l'autre côté? Je pense que le choix des mots peut avoir un impact, mais dans mon cas, moi, je le vois pas comme un combat. Je vois juste qu'on peut réaménager l'espace, on peut réaménager notre langue. Par exemple, vous êtes en France ce matin. Ce soir, cet après-midi, c'est le français. Par contre, le français de France et le français du Québec n'est pas le même. La souche est la même. On a voulu au Québec se réapproprier notre langue, notre français. On l'a adapté à notre réalité, à qui on est. Et l'écriture inclusive, c'est un peu ça. C'est un pas vers l'avant, vers une évolution de notre langue pour qu'elle ressemble à nos générations. Quand on s'adresse à nos jeunes et qu'on pose la question à quoi veulent ressembler leurs français, l'écriture inclusive en fait partie. Et personne ne le voit comme un combat. Il faut arrêter de penser que c'est quand on donne une place à une personne, c'est l'enlever à une autre. C'est la même chose avec des nouveaux mots dans un dictionnaire. Quand on en ajoute, on n'en enlève pas d'autres. On fait juste rajouter des mots pour s'assurer que tout le monde y trouve sa place. Donc pour ça, pour moi, c'est important de ne pas voir ça comme un combat. Je comprends qu'il y a des gens qui sont moins d'accord. Certaines personnes ne le veulent pas et c'est correct. Et comme je le disais tantôt, l'objectif, c'est de pas demain matin tout changer notre français de façon d'écrire, que nos journaux et tout change.
mais s'assurer que dans certains contextes, dans certains cas, on fasse un effort. Je suis le premier, je suis pas parfait. Moi-même, toutes mes publications sont pas toujours écrites de façon inclusive. Par contre, j'ai la réflexion, j'ai la volonté de faire un changement, j'ai la volonté de respecter certaines personnes. Juste ça, pour moi, c'est un pas vers l'avant et c'est comme ça qu'on voit. Faut pas le voir comme un combat. Ben, je reviens sur la question, parce que c'est intéressant votre manière de le dire. Vous dites que ce n'est pas un combat. En France, le ministère de l'Éducation et plus largement le gouvernement, c'était à l'époque d'Édouard Philippe, on dit non, pas d'écriture inclusive dans l'écriture de l'État. Parce que pour nous, disait-il, c'est un combat qui est mené et nous nous opposons à ce combat parce que, de leur point de vue, ça défigure la langue française, ça permet pas la reconnaissance de telle ou telle personne. Dans les faits, ça déstructure la langue et ça la rend inintelligible. Donc, je reviens là-dessus. Le fait que je comprends que vous vous opposez, par exemple, à de telles mesures, c'est néanmoins un combat que de vouloir imposer l'écriture inclusive à ceux qui, pour des raisons qui sont pas les vôtres, évidemment, la refusent. Absolument. C'est sûr que je peux pas parler pour tout le monde. Puis par exemple, il y a certaines universités qui vont recommander. Moi, j'aime le mot recommander. On propose l'utilisation. Par exemple, chez moi, dans mon organisation, il n'y a rien imposé. Si quelqu'un est pas à l'aise, quelqu'un, par exemple, qui aurait des difficultés avec le français, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont de la difficulté avec le français de base. C'est une langue qui est complexe pour beaucoup de gens. Je fais plein de fautes moi aussi, même si c'est une langue qui me passionne. Par contre, je vais respecter le rythme de chacun. Donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas rien imposer dans aucune institution, mais je pense que d'avoir la réflexion, et je lisais le papier dans le Devoir qui est paru il y a quelques jours, c'est aux gens de décider, c'est aux gens de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Si les gens l'utilisent et qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent, allons dans cette direction-là. Donc, suivons ce mouvement-là. Et quand on ouvre nos médias sociaux et qu'on écoute nos jeunes et qu'on voit nos jeunes ce qu'ils font, ils utilisent cette écriture inclusive-là. Donc, on est mieux de le faire ensemble et de bien le faire et de mettre des paramètres à la limite, donc pour s'assurer que c'est bien fait. Parce que c'est vrai que ça peut partir dans tous les sens. Vous dites que c'est une question de rythme. C'est-à-dire, dans votre organisation, quelqu'un qui dirait je vais aller à mon rythme, mais quelqu'un qui vous dirait je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas de la langue française. Pour moi, c'est pas ça le français. Le français a ses propres règles. Et je n'écrirai pas en écriture inclusive parce que pour moi, j'insiste, c'est pas ça la langue française. La langue française, c'est ses propres règles qui sont grammaticales, qui sont orthographiques, qui sont pas idéologiques. Quelqu'un comme ça a sa place dans votre organisation? Pour ne pas être cordonnier mal chaussé, je prendrais le temps de discuter avec cette personne-là, comme toute autre réalité qu'on aborde, parce que c'est ça qu'on fait comme organisation. On aborde des réalités qui sont parfois peu comprises par des groupes, qui peuvent sonner comme des idéologies, qui sont pas du tout des idéologies, mais des réalités. Donc, on prend le temps de jaser avec les gens. Et je trouve que dans ce contexte-ci, c'est pour ça que j'aime pas parler d'un combat, parce que quand on combat, on parle pas. Et pour moi, le dialogue est extrêmement important. Donc, d'avoir dans une équipe quelqu'un qui serait plus réfractaire, et c'est correct, par exemple, à l'utilisation des pronoms, à l'écriture inclusive, de prendre le temps de jaser, d'expliquer le pourquoi on fait ça, et que ça a un impact sur certaines personnes, et qu'on ramène l'humain, et qu'on ramène que au-delà des mots, on parle de personnes. Et l'objectif, c'est ça, c'est de s'assurer que beaucoup de personnes trouvent leur place dans notre belle langue qu'est le français. Peut-être que la discussion va être différente et on va s'éloigner du combat. Moi, c'est comme ça que je le vois et comme toute autre réalité. J'entends votre argument. Vous dites que c'est pas un combat, c'est une discussion. Oui. Alors, imaginez, on a la discussion, puis au terme de la discussion, je suis pas d'accord. Je dis, vous m'avez pas convaincu. À un moment donné, il y a une décision de l'imposer ou non. C'est-à-dire, je parle de cette personne fictive dans votre organisation qui s'y opposerait. Si vous dites, j'ai entendu vos arguments, je ne suis pas d'accord, je ne l'utiliserai pas, et c'est pas parce que je la comprends pas. C'est parce que je comprends votre projet et je ne le partage pas. Est-ce que pour vous, c'est une position qui est recevable dans votre organisation? Bien, c'est sûr que ça m'est pas encore arrivé, mais je me pose la question, si ça m'arrivait, qu'est-ce que je fais? Je pense que je donnerais le temps au temps. Je voudrais aussi revoir la personne. Peut-être que je me remettrai en question dans ma façon d'expliquer. Est-ce que nous-mêmes, est-ce qu'on est parfait dans notre façon de vouloir présenter les choses? C'est vrai que l'écriture inclusive n'est pas l'écriture officielle au Québec. On veut s'assurer qu'il y a un respect, donc la façon d'écrire. Je serais le premier à réfléchir, à remettre certaines choses en question, mais je voudrais que la personne aussi devant moi fait ce bout de chemin-là. Et ça veut pas dire que parce que... Oui, allez-y. Est-ce que c'est pas vous qui avez un peu, je dirais, le fardeau de la preuve? C'est-à-dire, la langue française se présente à nous, on pourrait dire on pourrait faire la longue liste de Rabelais jusqu'à Michel Houellebecq. Et là, est-ce que c'est, à certains égards, est-ce que c'est pas vous qui devez vous justifier de vouloir la réformer plutôt que les autres de vouloir continuer à l'écrire comme on l'écrit traditionnellement? Ben ça, c'est une réalité qui s'applique à plein d'autres choses. Je pourrais parler d'homosexualité, je pourrais parler justement, en ce moment, c'est le début de l'histoire des Noirs où à une époque, il y a des gens qui reconnaissent pas le racisme. Je pense qu'il faut juste qu'on ait la conversation. Et quand on converse, quand on a un dialogue, quand on prend le temps de s'écouter, c'est surtout ça. Donc, mettre des paramètres pour qu'on puisse s'écouter. L'écriture inclusive ressemble à plein d'autres réalités.
pour beaucoup de gens, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. C'est peut-être même un mot que certaines personnes nous écoutent ce matin n'avaient jamais même entendu. Il faut prendre le temps d'expliquer, c'est quoi, à quoi ça sert et qui va être impacté par ça. Quand on ramène justement, comme je le disais, l'humain derrière ça, puis c'est pour ça que si j'aurais une employée ou un employé dans mon équipe qui aurait cette conversation-là avec moi, bien, je voudrais qu'on ramène à l'humain. Si la personne me dit, mais moi déjà à la base, le français c'est complexe pour moi, bien, on va partir de ça. Je vais vouloir qu'on s'assure qu'aussi cette personne-là trouve sa place. Quand je prends ma place, je prends ma place. Je prends pas la place d'une autre personne. Quand on met la place pour l'écriture inclusive, on veut pas tasser tout le français. On veut juste pouvoir s'assurer que l'écriture inclusive aussi ait sa place. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut pas le voir comme un combat, mais plus comme un réaménagement de notre français. Et la preuve, je le disais, le québécois est différent du français. Pourtant, c'est du français. Mais on l'a mis à notre couleur, à notre réalité. Puis je pense que l'écriture inclusive, ben, c'est un pas vers l'avant pour que ça ressemble encore plus à qui on est au Québec. C'est diversifié le Québec, c'est complexe le Québec, mais la langue, c'est la même chose. Mais alors, donc j'entends votre argument, mais Oui. vous dites que c'est pas un combat. Je me permets, avec insistance, vous me pardonnerez, C'est un mais mot que j'aime vous pas, avez j'aime devant pas vous, dans ce contexte-ci. vous avez devant vous quelqu'un qui vous dit c'est un combat. Parce que Oui. moi, je respecte votre point de vue, mais je le combats, votre point de vue. Oui. Je pense que fondamentalement, votre lecture de la langue, donc qui présuppose que la langue telle qu'on l'a connue jusqu'à présent était discriminatoire et exclusive, je l'entends, sinon la nouvelle langue ne serait pas inclusive. Donc, je vous dis, c'est un combat. Ça, en tant que tel, il faut, ne serait-ce qu'on décide jamais quand quelqu'un nous combat. Mhm. La réalité veut que le combat soit partagé. Absolument. Idéalement. Et si on vous dit finalement, c'est que la langue française n'est pas discriminatoire comme vous l'entendiez, elle n'est pas exclusive, globalement, et plus encore, elle a son propre système de représentation qui n'est pas idéologique, mais grammatical. C'est un argument que vous pouvez entendre. Autrement dit, se pourrait-il que finalement, vous-même, au terme de la discussion que vous appelez, vous en avez plaidé pour le dialogue, se pourrait-il que vous révisiez vous-même votre préjugé favorable à l'écriture inclusive? Ben, je vais reprendre ce que vous avez dit. Moi, je veux imposer absolument rien. Donc, si c'est votre point de vue, si vous voulez vous en tenir à ça, c'est une chose. Par contre, je veux apporter de la nuance dans la conversation. Peut-être qu'à cette heure-ci, même 8h55, vous dites, moi, c'est ça ma position, c'est ça mon combat, je m'arrête là. Peut-être que vous allez partir un peu plus tard et que vous allez avoir une réflexion. Peut-être que ça va mûrir et c'est ça mon objectif. C'est ça mon objectif comme organisation. Ou peut-être l'inverse. Et c'est correct. Par contre, on aura eu une conversation. J'aurais eu l'occasion de présenter ce que j'en pense. Et je pense que pour la langue française, tout est question d'intention. Quand on parle c'est une langue qui peut être discriminatoire parce que justement, elle est genrée, c'est très masculin-féminin. Par contre, quand on fait une publication, un texte où on écrit quelque chose, il faut ramener à l'intention de base. Si l'intention, c'est oui, discriminer puis tasser les gens parce que je veux écrire au masculin, parce que je veux pas que les femmes s'y reconnaissent, ni d'autres, par exemple, les personnes non-binaires, ça, c'est une chose. Si je le fais parce que c'est comme ça qu'on me l'a appris et que j'ai aucune mauvaise intention, pour moi, est là la nuance. Tout est question d'intention. Pour beaucoup de gens, le français, c'est vrai que c'est complexe. Mais si l'intention, c'est pas de blesser personne, mais c'est d'écrire comme ça, c'est tout autre combat. Et je le comprends, le combat, mais il peut être sain, le combat, si chacun a la place de s'exprimer, d'écouter l'autre. Et pour moi, c'est beaucoup plus un dialogue et à la limite, un débat, plus qu'un combat. J'aime pas me battre. Je pense pas que ça sert à grand-chose. Je pense juste qu'il faut qu'on s'exprime. Et si une personne ce matin qui nous a écoutés et qui a fait « OK, je vais aller lire sur ce que c'est l'écriture inclusive », ça veut pas dire qu'il va l'utiliser ou maintenant tout changer son français, mais d'au moins avoir la conversation. Ou si une journée, son enfant va lui dire « Ah, j'utilise l'écriture inclusive, je sais un peu plus ce que c'est », j'aurais réussi ma mission. Moi, je suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Je suis là pour outiller et nuancer les gens. Il y a une grosse différence. Alors, Raphaël Provost, sur ce désaccord profond, documenté, et sur ce combat à tout le moins mené des deux côtés, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment. Merci à toi. Bonne journée à vous. Alors, chers amis, c'était un plaisir évidemment de vous retrouver. Nous nous retrouvons vendredi prochain, lundi prochain, pour la poursuite de cette analyse de l'actualité. Donc, c'était un plaisir de vous voir et très bonne journée à vous.